Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation sur Radio Espace, évidemment, merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre dans la troisième partie de cette émission avec notre invité ce matin, qui n'est autre que monsieur Amadou Sylla. Il est ingénieur télécommunications et économie numérique. Avec lui, on parle évidemment de télécom ce matin, l'économie numérique, économie du futur et la Guinée, à sa manière, semble en tout cas l'avoir compris. D'abord à travers l'atterrissage du câble sous-marin, puis la construction d'un backbone national à fibre optique. L'enjeu immédiat d'une telle orientation, c'est la fluidification des échanges entre utilisateurs d'Internet. L'autre intérêt concerne évidemment les bénéfices en termes de rente économique et de sécurité pour l'État guinéen, de la sécurisation notamment des données sensibles, animées donc à la relance d'une société nationale de téléphonie gestionnaire de segments numériques de l'État. Dans quelles conditions ces projets sont-ils mis en œuvre? Une question posée ce matin, en tout cas il essaie de répondre avec nous. Quels bénéfices la Guinée pourrait-elle en tirer? Amadou Sylla, ingénieur télécom et en économie numérique, il est notre invité ce matin, mon cher Tabar. On reste toujours dans le secteur des télécoms. Il y a des acteurs que l'on connaît bien, partenaires de l'État, pourvoyeurs de services de communication en termes de téléphonie, mais aussi en termes d'Internet. On va aborder l'aspect téléphonie cette fois-ci. Téléphonie et aussi data, parce que les coûts ne sont pas toujours à la portée du commun des Guinéens. Vous souhaitez souscrire je me rappelle encore avec la box free, par exemple en France pour 9 €, vous avez un mois, vous avez des appels illimités sur un certain nombre de territoires. Je prends exactement 80 gigas pour tout le mois avec seulement 9 €. Et c'est beaucoup plus cher ici pour beaucoup moins de data et l'appel téléphonique est toujours payant, mais vraiment payant. Pour vous, qu'est-ce qui fait que ce soit toujours aussi cher en Guinée? Mais est-ce qu'on peut aller de l'avant? Est-ce qu'on peut progresser avec ce type d'offre de service pour les consommateurs guinéens? Une très bonne question, en effet. Encore une fois, comme je disais tantôt, j'estime que la capacité disponible aujourd'hui au niveau du backbone, en fait, type centrimètre, normalement, devrait permettre à tous les Guinéens de disposer, d'accéder à Internet à bas coût et de très grande qualité. Techniquement, il n'y a plus rien qui devrait empêcher cela. Maintenant, alors après, il y a un pendant économique derrière, parce que faut voir que il y a un opérateur donc qui est très connu, qui donc aujourd'hui a une sorte de monopole dans notre pays. Ce que cela fait, c'est que du coup, en ayant le monopole et en ayant une force de frappe financière conséquente, on peut investir massivement sur tous les territoires nationaux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Jusqu'à présent, donc jusqu'au mois de mars, là, pour s'installer en Guinée, il faut acquérir une licence 4G et bientôt la 5G. D'ailleurs, on va en parler si vous le souhaitez. Cela coûte très cher. Et si en plus de cela, il faut investir dans l'infrastructure technique sur le territoire, cela est quasiment rédhibitoire pour tout nouvel entrepreneur, toute nouvelle entreprise naissante dans ce domaine-là. Et donc, c'est dans ce sens qu'il y a eu une loi qui est passée, je crois, au mois de mars, en même temps que la loi sur les taxes, là, qui imposait donc quelque part l'ouverture de l'infra des opérateurs existants aux nouveaux venants. Qu'est-ce que cela veut dire? Les grandes gueules. Aujourd'hui, encore une fois, si j'arrive comme opérateur aujourd'hui, avant cette loi-là, je devrais installer mes propres pylônes, mes propres partout en fait. Et aujourd'hui, l'État maintenant exige que les opérateurs de la place partagent leur infra avec les nouveaux venus. C'est une très bonne chose. Okay. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si demain, j'ai de quoi acheter une licence 4G et future 5G, l'État obligerait les opérateurs existants qui ont déjà investi à me louer une partie de leur infra. Ce qui est bien. Donc, qu'est-ce que cela va favoriser? Cela va favoriser, en fait, la mise sur le marché d'une nouvelle gamme tarifaire, de nouveaux venus, notamment aux opérateurs virtuels qui n'ont pas donc besoin d'installation physique en fait sur le terrain. Ça va permettre quelque part. Donc acheter des capas en fait chez les autres. Exactement, de la capa, c'est le terme exact. Ouais. Et donc cela permettrait donc d'avoir des offres conséquentes, puisque si je n'ai pas à investir des millions d'euros pour installer des antennes, je peux investir cela justement pour avoir des offres plus conséquentes pour les citoyens.
Aujourd'hui, par exemple, si cela était possible, si jamais un ou deux opérateurs arrivaient aujourd'hui, cela bousculerait les opérateurs traditionnels et donc cela irait vers forcément la baisse des prix. Ça s'est passé dans d'autres pays où encore une fois, au Sénégal avec entre autres, comment il s'appelle, Free, entre autres. C'est ça. Voilà, Free qui est venu et qui a bousculé tout. Et malgré cela, je prends le cas de la France pour ne pas donc citer parce que je connais très bien encore une fois ce contexte-là. On est passé des offres à 80 € à pratiquement 15 € avec la même qualité de service. Et ces entreprises faisaient encore beaucoup de marge. Ce qui veut dire qu'à l'époque, dès le départ, elles auraient pu baisser les tarifs. Mais comme on est dans un contexte de monopole économique, en termes d'infrastructure, quelque part, on dicte les règles du jeu. Et donc, c'est là où l'État, donc, quelque part, j'estime, a bien fait en obligeant les opérateurs à libéraliser, à ouvrir leur infrastructure pour que d'autres puissent s'inscrire dans ce dans quoi ils ont investi. Est-ce que c'est justifié finalement cette taxe à la fin? Parce qu'on a vu quand même cette sortie musclée de la RPT qui n'est pas allée sur le dos de la cœur avec Orange, entre autres, à dire que Orange se tape la poitrine aujourd'hui parce que tout simplement on n'a pas d'opérateur national, en parlant de Sotelgui. En effet. Alors, sur la question des taxes, je sais que c'est un sujet qui a fait beaucoup parler, qui a fait beaucoup couler d'encre et de salive, si on peut dire ainsi. J'estime à ce niveau-là. Alors, pour savoir, les taxes aujourd'hui, il y en a plusieurs typologies. Il y en a sur les SMS, c'est à 10 francs. Il y en avait. Si encore on utilise les SMS, parce que c'est à l'ancienne maintenant. Ça baisse. Ça baisse. Les grandes gueules. C'est la data aujourd'hui, moi, je dis. Je suis désolé. La data, maintenant, ce sont les réseaux sociaux, Messenger, etc. On le sait. Donc pour revenir aux taxes. L'argument à l'époque, c'était de dire que le citoyen n'était pas impacté directement, que c'est des opérateurs qui payaient. Vous, en tant que technicien, est-ce que vous comprenez que c'est finalement le citoyen qui paye pas? Si vous voulez, mécaniquement, mathématiquement, si vous prenez davantage d'argent dans ma poche, évidemment j'y perds. Donc forcément, donc évidemment, alors soit c'est l'opérateur qui trinquait en ne refacturant pas ce montant-là au consommateur, ou alors c'est l'opérateur qui augmente les tarifs pour que ce soit le consommateur qui paye. Deux choses une, puisque l'argent il vient de quelque part, donc soit de la poche du consommateur ou de celle. Est-ce que vous êtes d'accord société en Guinée? Est-ce que vous êtes d'accord, puisqu'on parle de taxes? J'ai un rapport de GSA en face qui dit que la contribution fiscale du secteur mobile en Guinée est parmi les plus élevées au monde. Eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à dire que c'était la Guinée, sa contribution était plus élevée que les autres. Par exemple, en 2020, on parlait de 3,37 milliards de francs guinéens, soit 324 millions de dollars en 2020 en termes de contribution du secteur mobile, ce qui est trop, sans compter que leur poids économique est de 3,3% du PIB. Donc, il y a une disproportion entre la contribution et le poids économique. Comment expliquer cela avec autant d'argent qu'on se retrouve avec un tel résultat? Alors, pour ce que je sais, alors, il y a deux choses à distinguer. Il y a d'abord le pays, la contribution au PIB. Le PIB, c'est donc le produit intérieur brut. C'est au final la somme des richesses générées par les entreprises opérant sur nos territoires. Aujourd'hui, d'après mes calculs personnels, effectivement, en termes de PIB, et d'ailleurs aussi en termes de recettes, on est autour de 600 milliards en fait, de chiffre d'affaires généré par le secteur des télécoms de manière générale. Donc les taxes sur les SMS, la data, tout ce que vous voulez, ce qui représente autour de 4-5%, puisque le PIB, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il est autour de 15 milliards en fait, de dollars à peu près. Voilà, donc ça c'est un fait. Après, au-delà du PIB, parce que le PIB, c'est pas ce qui va dans la poche de l'État. Ce qui va dans la poche de l'État, ce sont les recettes. D'accord? Donc les taxes sur les SMS, les grandes gueules, les taxes sur les minutes d'appel, les taxes sur les forfaits, data, et les taxes sur les mobile money, d'ailleurs où il faut davantage de transparence, on va en parler. Aujourd'hui, le FSE hertzien aussi, sans compter le FSE hertzien. Alors, j'ai parlé pour l'essentiel en fait. Il faut savoir que l'essentiel aujourd'hui des recettes de l'État en matière de télécom provient de ce qu'on appelle la voix. C'est quand vous appelez au téléphone en fait. C'est quasiment les 70% en fait de ce que ça représente. Après, ce sont les forfaits internet. Après, c'est le mobile money. Ce sont les trois gros postes en fait de recettes en matière de télécommunications. Et donc, si vous voulez, en prenant l'ensemble de cette taxe-là, en comparant avec ce qui se passe dans d'autres pays. Je ne sais pas si on peut d'ailleurs afficher ce schéma-là sur justement ce qu'on appelle le taux effectif, donc moyen d'imposition. On voit que la Guinée est dans le trio de tête en fait. Il y a le Niger, il y a puis la Guinée qui vient en troisième position en égalité avec le Mali par exemple, là. Et puis la RDC qui est en deuxième position. Ça veut dire quelque part que la pression elle est quand même importante. Les grandes gueules. Alors ça c'est une chose. Après pour moi. Ce qu'on a pu constater maintenant en termes de débrayage au niveau des opérateurs, cela me paraissait justifié et pas, dans le sens où
lorsqu'on a le monopole quelque part en fait sur un marché et qu'on est les seuls à pouvoir fixer les prix, on ne peut pas se plaindre qu'on soit trop taxé quelque part. Puisque j'estime que les tarifs pratiqués aujourd'hui pourraient être divisés par 5, par 6 et quand même faire de la marge. Donc dans ce cas-là, parler d'un certain montant qui serait ponctionné sur la recette, pour moi, cela aurait pu servir quelque part, cela aurait pu être compris comme une forme d'effort de guerre. Mais comme on est forcément dans un contexte libéral où un opérateur, une entreprise quelconque a le droit de fixer le montant auquel il souhaite vendre ses produits, ses services, quelque part, l'État n'a pas imposé cela. Et c'est là où j'estime que l'État doit intervenir. Et c'est là où l'État doit vraiment intervenir en termes de... comme arbitre en fait. Parce qu'en favorisant, encore une fois, l'ouverture de marché, en favorisant l'arrivée de nouveaux opérateurs, cela justement aurait pu contribuer quelque part à impacter les opérateurs existants, à les pousser à revoir en fait leur copie. Parce que en étant seul en fait sur un marché, on fait un peu ce qu'on veut. Mais en ayant donc en face des concurrents qui donc nous bousculent sur la data, sur les SMS, sur les tarifs sur le mobile money, ça nous pousse à nous adapter quelque part. Et d'accord. Moi, sur l'expression de... Mais Thomas, laisse-nous poser des questions. Je vais te laisser poser la question. Bon, vas-y. C'était sur le terme de monopole. Est-ce qu'en pareil cas, avec Orange Guinée, on peut parler de monopole quand ils ne sont pas les seuls sur le terrain? Il y a déjà des concurrents. Moi, je parlerais plutôt de leaders sur le terrain parce qu'ils l'ont réussi grâce aux prestations. Avant, eux, il y avait Ariba avant. Et ils ont fini par prendre le dessus sur Ariba. Aujourd'hui, ils sont au devant des choses, de la scène. Alors, ce que j'ai envie de savoir, est-ce que ce n'est pas parce que les concurrents devant n'arrivent pas à être plus conséquents que le leader Orange qu'on assiste à cette situation? C'est une très bonne question. Le monopole, l'expression monopole, je ne suis pas d'accord avec. J'entends. J'entends. Les grandes gueules. On pourrait parler aussi de leadership, si vous voulez. Mais en fait, quelque part, pour moi, tout ça, c'est le pareil au même. Dans le sens où il y a une entité qui domine le marché. Voilà, c'est ça pour moi la définition. Après, on peut jouer sur les mots, ça, parler de monopole ou de rôle de leader. Après, vous évoquiez tantôt les autres concurrents. Voilà, exactement pourquoi les concurrents ne sont pas au niveau. En fait, il faut comprendre que Orange, c'est un groupe à l'international, c'est un très grand groupe qui a un historique. Et je reparle encore de force financière. C'est vraiment important. On ne parle pas ici de quelques millions, on parle de dizaines de milliards gérés sur le continent européen, ici en Afrique, dans beaucoup de pays. Très peu de compagnies aujourd'hui dans le monde peuvent s'y comparer. Alors, lorsqu'on dispose en fait d'une telle manne financière, d'un tel positionnement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on est capable de proposer des offres alléchantes pour quelque part en fait faire en sorte que les concurrents en face puissent partenir. Exactement. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, entre deux opérateurs, qu'est-ce qui se passe? Mettons, je prends un opérateur A et un opérateur B. D'accord? J'ai des clients, l'autre a des clients. Il y a un tarif qu'on appelle le tarif d'interconnexion, qui veut dire quoi? Il y a une forme de redevance qui est versée à une période, je crois, mensuelle en fait entre les opérateurs. En cela consiste en quoi? Si, mettons aujourd'hui, les clients de l'opérateur A appellent davantage les clients de l'opérateur B, eh bien, en fin de compte, il y a une forme de redevance qui est payée. Donc là où les opérateurs jouent quelque part, ils vont préférer parfois faire des offres à perte, mais s'assurer de gagner de l'argent, de faire davantage d'argent avec les redevances, puisque cela atrophie le peu d'oxygène dont dispose l'opérateur qui est en face. C'est comme si je vous disais maintenant que vous avez des clients, que j'en ai, et que plus vos clients sollicitent les miens, eh bien, vous devez de l'argent à la fin du mois. C'est cela, en fait, les tarifs. Et l'autre question, c'est lié à la 4G. Il y a eu la question de la 4G qui s'est posée récemment avec l'État qui l'a mis en vente. Et Orange Guinée, je crois, a été l'opérateur qui l'a acquis à hauteur, je crois, de 90 millions. 90 millions. Est-ce que pour vous, ce montant était-il raisonnable? Il y a eu un débat à un moment donné là-dessus. Comment est-ce que vous avez observé la vente de la 4G à Orange Guinée? En fait, sur la tarification... Et la qualité surtout de la connexion. Sur la tarification en fait, de la 4G, en fait, c'est très variable. En fait. Juste pour répondre à votre question, enfin, je prends un exemple pour la 5G, par exemple. Aujourd'hui, en France, la 5G s'octroie en France sur appel d'offres, en fait, par exemple. Une mise en concurrence des opérateurs. Et on parle de milliards d'euros aujourd'hui, par exemple. Ouais. Donc, vous voyez, c'est très variable d'un pays à un autre, en fait. Les critères, ça peut être le nombre d'abonnés, ça peut être ce genre de choses. Maintenant, on va revenir, hein, parce qu'il y a le DGA de l'ARPT qui souhaite intervenir, évidemment, M. Mami, qui est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Diaby, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, il serait très intéressant qu'on vous entende puisque vous avez souhaité prendre la parole. Je crois qu'il y a des questions spécifiques qui vous intéressent. Sur le backbone national, il y a des questions qui ont été soulevées ici par notre invité. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Non, merci beaucoup déjà pour l'opportunité et je pense que confronter les idées, surtout entre spécialistes, aiderait, si vous voulez, aux concitoyens dont on a le droit d'éclairer les lanternes, permettrait effectivement de les éclairer les lanternes. En fait, déjà, j'ai dit bonjour à Amadou Sita, qui est un ami que je connais bien. Enfin, on a étudié en France ensemble, on se connaît très très bien. Sauf que sur le backbone, j'avais quand même, parce que j'ai écouté et je voulais un petit peu donner un certain nombre d'éléments. Par exemple, j'ai entendu que la capacité de notre backbone est de 50 gigas. En fait, la capacité de notre backbone, le backplane, le fond de panier, c'est 450 gigas. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que aujourd'hui, la capacité des équipements, c'est 450 gigas. Il y a 50 qui est activé, mais extensible jusqu'à 450 gigas et vous faites ça de façon logicielle et c'est à 0 francs. Donc, c'est 450 gigas la capacité maximale. Aussi, j'ai entendu que les 238 millions de dollars ont servi qu'au déploiement des 4500 km. J'aimerais aussi expliquer ce passage. En fait, le contrat de backbone national a été signé en 2012. D'accord? Nous, on arrive en 2015, donc 3 ans bien après, pour déployer donc cette infrastructure. Ce qu'on a fait, effectivement, nous avons essayé de recadrer un petit peu le projet, parce qu'à la base, la capacité même qui était proposée, c'était 10 gigas. Nous avons dit à notre partenaire Huawei que 10 gigas n'était pas possible pour un backbone à fibre optique. Bref, nous sommes montés jusqu'à 450 gigas et nous avons changé tous les équipements. Alors, les 238 millions de dollars concernent les 4500 de fibres, dont dans les tranchées, le contrat initial c'était un fourreau, donc où on souffle la fibre. Nous sommes montés de 2 fourreaux dans les villes à 3 fourreaux en rase campagne. Donc c'est comme si on multipliait le coût du projet par 3, tout en gardant le même montant. J'ai entendu qu'avec 230 millions de dollars, on aurait pu faire 46 000. Peut-être oui, mais avec enterrer la fibre sans les mettre dans des fourreaux et aussi sans tenir compte de la redondance et de l'extension de ce réseau-là. Donc, 230 millions de dollars, je disais, c'est 4500 km de fibre, mais aussi plus un data center de tier 3, un centre de données, plus Safe City, des caméras de vidéosurveillance qui sont installées sur cette question, monsieur le DGA, si vous permettez, si là, vous êtes là, puisque c'est vous qui avez soulevé le débat, vous disiez donc c'est 10 fois ce qu'on aurait pu obtenir. Je vais revenir sur le point. Non, c'est pas vous, c'est Silla qui l'a dit. Donc Silla vous répond sur cette question. Je réponds sur ce point, c'est vraiment important. Alors, le montant global du projet, le portefeuille, c'était donc 238 millions. Dans ce montant-là, il y avait plus de 8,5 millions qui étaient dédiés à l'achat de la fibre optique, en fait. Oui. Donc, la référence, c'est donc dual core G654.ND. Vous pouvez voir sur Internet maintenant. Et encore une fois, ce que je dis, c'est que le montant qui est donc auquel l'État a acheté cette fibre-là, c'était plus de $2, donc plus de 20 000 francs guinéens, quelque part. Et cette fibre-là, cette qualité-là, d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure, est en réalité vendu entre 900 et 1200 francs guinéens. Mon point, il est là. Ce qui veut dire qu'en fait, ce même montant-là aurait pu permettre d'acquérir 10 jusqu'à 12 fois la longueur qui a été achetée aujourd'hui. Premièrement. Deuxièmement, cette qualité de fibre, en fait, n'est pas la meilleure. Elle est d'une durée de vie théorique de 20 ans. Et en réalité, vu notre climat en Guinée, vu le relief de notre pays, on est souvent autour de 10 à 12 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce projet a été initié en 2014, je pense, dans ces eaux-là. On est en 2020. Ça veut dire que finalement, on a déjà consommé la moitié de la durée de vie des installations. Vous imaginez parcourir de la durée de vie. Vous dites qu'on a déjà consommé la moitié. Cette fibre-là, encore une fois, a une durée de vie de 20 ans. Oui. Voilà. En théorie, parce que souvent, dans notre jargon, on parle de théorie, on parle de réalité. Suivant les pays, suivant qu'on soit dans un climat tropical, un climat sec, un climat tempéré, c'est pas pareil. Dans notre pays, généralement, ces installations-là se détériorent très vite du fait de l'humidité. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là?
juste pour terminer là-dessus, hein, vraiment, je voudrais terminer. 20 ans, c'est ramené donc à 12 ans maximum. On vient de faire déjà 6 ans. Ça veut dire que dans 6 ans, la Guinée va encore se poser la question de comment on va déterrer, renforcer un réseau qui va de Conakry à Yomou, Koundara, machin, c'est dire tout ça. On en est déjà là. Alors que pour avoir fait la même expérience et pour avoir fait la même expérience en France, lorsqu'on décide d'enterrer une fibre optique, on se débrouille pour que cela dure une centaine d'années. Parce qu'on sait ce que cela veut dire. Creuser dans les tranchées à travers les montagnes, vous voyez comment ça se passe. Et l'autre erreur, je pense, j'estime qu'on a faite, c'est que pour avoir vu, de mes yeux vus quelque part, certains endroits où on a creusé, c'était à même la route quasiment. Donc on sait très bien que dans quelques années, la ville va s'agrandir. On va vouloir, en termes de BTP, on va vouloir élargir certaines routes. Donc on sait que déjà, cette partie-là est mornée en fait. Bien. Monsieur Diaby. Je peux réagir sur ça, Lamine ? Allez-y, monsieur Diaby. Merci beaucoup, Lamine. Et sincèrement, je tiens encore à vous remercier très sincèrement pour ce débat. En fait, je suis pas d'accord avec monsieur Silla. La durée de vie et la durée de garantie sont deux choses différentes. La durée de vie de cette infrastructure est de 30 ans, ce qui est tout à fait normal. Ça voudrait dire quoi? Qu'après 30 ans, parce que les technologies évoluent, nous sommes dans un secteur où il y a des mutations. Donc je revenais sur les 238 millions de dollars qui ne concernent pas que, comme on appelle, le backbone, les 4500 km. Alors, monsieur Silla donne des chiffres, en fait, je crois qu'il n'a pas le contrat à jour. Je disais que le contrat initial qui était là, c'était 10 gigas, n'est-ce pas? Quand nous nous sommes appropriés de ce contrat qui a été signé en 2012, nous sommes arrivés en 2015, nous avons fait évoluer les équipements. Donc, le contrat initial, vous mettez de la fibre pour un fourreau, n'est-ce pas? Le coût de la fibre ne représente même pas 5%. Non. Si vous permettez, monsieur Diaby, on a compris le contrat général. Laissons le contrat général et touchons la ligne qui a été affectée à l'achat du câble. Je pense que c'est là le débat est à ce niveau. Le débat est à ce niveau. Vous pouvez me laisser finir sans m'interrompre aussi. Allez-y, monsieur. Vous ne pouvez pas prendre un contrat global et faire une fixation sur une ligne. Je vous dis que le contrat a évolué. Donc, ces chiffres que monsieur est en train de donner ne sont pas les coûts qui ont été appliqués. Je ne sais pas dans quel comment vous voulez que j'explique ce passage. Je suis un peu désolé, Mamie, très cher ami. Je peux très bien, alors vas-y, je te laisse terminer. Laisse-moi aller au bout de mes idées, s'il te plaît. Je peux ? Allez-y. Merci beaucoup. Donc, je dis là, en fait, vous avez un fourreau. Vous mettez un fourreau dans les tranchées. Contrat initial. Contrat global final, il y a 2 fourreaux qui ont été mis dans les tranchées en race campagne et 3 fourreaux dans les villes. Vous êtes d'accord avec moi que le coût ne sera pas le même. Donc, il y a les 4500 km qui ont été déployés avec 3 fourreaux en race campagne et 2 fourreaux dans les villes. Le montant des 238 millions de dollars, c'est un data center, un centre de données de tiers 3. Dans les 238 millions de dollars, c'est le siège de la société de gestion et d'exploitation du backbone national R+5 qui est en construction à Symphonia. Dans les 238 millions de dollars, c'est aussi les CFC, les caméras de vidéosurveillance. Donc j'aurais voulu qu'ils s'approprient donc de ce contrat pour comprendre en fait que ce sont de multiples composantes qui forment les 238 millions de dollars. Je ne sais pas si ça aussi c'est clair. Aussi, j'ai entendu que la capacité était de 50 gigas. Ouais. Je voulais intervenir sur ce point qu'en fait, la capacité n'est pas de 50 gigas. La capacité est de 450 On est d'accord. La capacité maximale, elle est évidemment de 450 gigas. Ça, je le sais. Mais je parle de celle qui est déployée aujourd'hui. C'est 50. Celle qui est déployée, monsieur Silla, oui. Celle qui est déployée, c'est 450 gigas. Quand on vous parle de pont de panier, ça veut dire que mon équipement, il est capable, c'est comme si vous avez votre iPhone qui fait une capacité de, je ne sais pas moi, de 32 gigas. Mais qu'en fait, sur les 32 gigas, en fonction de la consommation actuelle, il n'y a que 2 gigas qui est consommé. Mais ça ne veut pas dire que la capacité de votre téléphone fait 2 gigas, messieurs. Oui. Donc, le fond de panier, le backplay... Je pense qu'on joue sur les mots. On joue sur les mots parce que, en réalité,
Juste, je vais pouvoir donc avancer aussi là-dessus. Je pense que j'ai entendu votre argumentaire là-dessus. Les grandes gueules. Je voudrais pouvoir avancer. J'entends. Alors, juste sur la capacité, encore une fois, j'ai précisé que ce qui est déployé, c'est bien 50 gigas. Mais j'estime que la capacité maximale, effectivement, elle est 50 gigas. Là-dessus, il n'y a pas de... Monsieur Silla, on va l'écouter. On va l'écouter. Allez-y. On va mieux s'entendre. Allez-y. Allez-y. Je vous dis, monsieur Silla, que le backplane de notre backbone national à fibre optique de Guinée, donc le fond de panier, je vous ai fait ce qu'ils avaient dit, c'est 450 gigas. Donc la capacité des équipements qui sont installés est de 450 gigas. C'est pas difficile à comprendre. C'est pas 50 gigas, messieurs. On dit la même chose. On joue sur les mots, en fait. Donc c'est bon. On dit la même chose. En fait, la question n'est pas là, en réalité. La question, finalement, parce que la question, elle réside dans le fait que le montant qui a été investi dans ce projet aurait pu permettre de couvrir le territoire beaucoup plus largement, notamment en termes de maillage territorial. Aujourd'hui, on est sur les grandes villes, les grands centres urbains. J'estime qu'avec ce montant-là, aujourd'hui, tous les foyers guinéens, toutes les entreprises et tous les démembrements administratifs auraient pu être couverts en termes de fibres optiques. Et c'est là, j'estime que c'est vraiment dommage que le projet ait déjà duré 2 fois plus longtemps que prévu et qu'en plus, on ait couvert que, encore une fois, une longueur, une partie du territoire qui ne représente que moins de 10% de ce dont le pays a besoin. Et aujourd'hui, ceux qui en souffrent, ce sont les consommateurs finaux. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a été déployé, au final, ne sert que les opérateurs. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, dans ma maison, ici en Guinée, je devrais pouvoir accéder à la fibre optique déployée par la SOGEB. Ce qui n'est pas le cas, quelque part. Et juste pour terminer, pour le coup, je vais terminer, en fait, à ce que je dis. Cela pousse aujourd'hui, donc, certains opérateurs à déployer leur propre fibre aérienne. Pourquoi cela? C'est parce qu'il y a un vide qui a été laissé. Si. Je vous le garantis, aujourd'hui, certains opérateurs déploient leur propre fibre aérienne pour toucher les zones qui n'ont pas été couvertes, en fait, par la SOGEB. Et cela est dommageant. Je peux vous aider? Merci beaucoup. Pas besoin d'aide parce que j'ai les informations, j'ai les chiffres clés aussi. En fait, aujourd'hui, je pense que on s'est trompé, en fait, je pense, à l'entame de ce projet-là, on s'est trompé dans la manière dont on voulait l'aborder. Parce que, encore une fois, une telle démarche doit toujours s'inscrire dans la durabilité. On ne peut pas, pour moi, on a un peu quelque part navigué à vue, quoi, en fait. Moi, là, en termes de... je reviens encore une fois sur la qualité du matériel qui a été déployé. On ne peut pas couvrir un territoire de 246 000 km² avec une fibre qui a une durée de vie de 12-13 ans. C'est pas possible. Et ce que je dis est vérifiable. Allez-y sur le site du constructeur. Vous verrez que c'est marqué 20 ans en théorie et que dans des pays comme les nôtres, cela est ramené quasiment au... Allez, on va dire à 60% de la durée de vie. Alors, on va l'écouter sur la qualité, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Oui, allez-y. Les grandes gueules. Le pays doit faire la différence entre un backbone national, donc une épine dorsale, et le FTTH, Fiber to the Home, fibre jusque dans les foyers. Et ceci-là, vous ne pouvez pas déployer de la fibre dans les foyers quand vous n'avez pas mis déjà en place l'autoroute de l'information, qui est donc le backbone national à la fibre optique. C'est comme si vous me dites, vous allez construire des routes à l'intérieur des quartiers sans construire les autoroutes. En fait, là où vous faites l'amalgame, c'est que la SOGEB, la Société de gestion et d'exploitation du backbone national, sa mission essentielle, c'est quoi? Donc, c'est de mettre en place cette infrastructure structurante de télécommunication, donc l'autoroute de l'information, qui est déjà en place. C'est ça le rôle d'un backbone. Maintenant, les FAI, les fournisseurs d'accès à Internet, ceux qui veulent se constituer donc en des FAI, ce sont eux qui amènent la fibre dans les foyers. C'est-à-dire qu'ils viennent se connecter à l'infrastructure de la SOGEB. Je vous prends le cas de la France. En France, France Télécom a été la première société qui a déployé les infrastructures souterraines normales. C'est l'opérateur historique. D'accord? Free est venu. Donc, et France Télécom en France, c'est l'État, en l'occurrence. Aujourd'hui, c'est Orange, donc privatisé en partie. Mais à l'époque, non mais ce que vous dites, c'est incomplet. Je dois pouvoir le compléter, en fait. Vous prenez le cas d'un pays que je connais très bien, j'y vis d'ailleurs, et j'ai même fait des projets dans des villes françaises. En fait, en prenant cet exemple-là, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. J'estime encore une fois qu'une telle démarche, dès l'entame, pour moi, n'était pas, en tout cas,
Elle n'a pas été envisagée de manière efficiente. Mais ceci là, on va l'écouter. On va l'écouter. Après, vous allez réagir, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Diaby. Allez-y, monsieur Diaby. Allez-y, monsieur Diaby. Oui, allez-y. Les grandes gueules. Voilà, je suis désolé, je reviens sur ce que je disais. En fait, le backbone, c'est l'autoroute de l'information. Lamine, pourquoi l'Internet est cher chez nous? Parce que, Lamine, dans le passé, nous avons sapé la mise en place de ces infrastructures structurantes. Lamine, on ne peut pas parler de notre révolution digitale sans mettre en place ces infrastructures structurantes. Donc, je reviens sur l'exemple de la France que je disais, en fait. En France, France Télécom, bien évidemment, donc, qui était une société donc de l'État qui a ouvert son capital, des privés sont rentrés dans le capital de la société, donc dans un cadre PPP, partenariat public-privé. Maintenant, il y a eu un opérateur comme SFR, un opérateur comme Bouygues. Les gens pensent que c'est Free qui a révolutionné la téléphonie en France. Non, c'est Bouygues Télécom. Bouygues Télécom a été le premier opérateur en France à proposer les offres à la seconde. Parce qu'avant, votre appel, même si vous faites 30 secondes, on vous facturez la minute. C'est Bouygues Télécom qui a mis ça en place pour la première fois en France. Et c'est Bouygues Télécom en France qui a mis en place l'offre illimitée pour la première fois. Encore une fois, ils ont commencé... Ça, c'est fait, hein, je suis désolé. Hein, voilà. Alors monsieur Diaby, moi, je veux comprendre. Oui. Parce que nous, vos trucs là, ce qu'on veut savoir, vous avez dit, il dit que le coût auquel le mètre du câble a été vendu à la Guinée, c'est 2 dollars, soit 20 000 francs guinéens. Mais il dit encore que sur le site du fabricant, ce même mètre-là, ça coûte entre 900 et 1200 francs guinéens. C'est exactement ça. C'est quoi là? Vous répondez quoi à ça? Vous l'avez acheté à combien? C'est quoi votre vérité? Merci beaucoup, mais donnez-moi 2-3 minutes pour répondre. Si à chaque fois vous m'interrompiez, Tamba, ça ne marchera pas. Vous me donnez 2 minutes. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Après, il y a le fact-checking. Vous pouvez vérifier. D'accord? Quand vous héritez d'un contrat, n'est-ce pas, via un prêt concessionnel ou un appel d'offres a été lancé en 2012, il y a un opérateur qui a été identifié. Le coût qui est dans le BOQ, donc Bill of the Quantity, ce coût que vous annoncez est faux, n'est pas celui qui a été appliqué à la Guinée. Le coût dont vous affirmez n'est pas celui qui a été appliqué à la Guinée. Le mètre linéaire de fibre coûte moins $1 de ce qui a été 0,98 cents. C'est le coût. Maintenant, je vous dis, je peux vous garantir que j'ai les données exactes, précises de la dernière... On va le laisser finir, s'il vous plaît, monsieur Sida. Laissez-moi finir au moins. Allez-y, monsieur. Je peux continuer. Allez-y, monsieur Diaby. Les grandes gueules. Maintenant, Lamine, vous avez ce coût qui concernait en fait de souffler la fibre dans un fourreau. La fibre n'est pas enterrée. La fibre est soufflée dans un fourreau. C'est comme les PVC où, comment on appelle, la sec fait passer de l'eau. Mais cette fois-ci, ce sont des PVC adaptés aux télécoms. Donc la fibre, le contrat initial était soufflé dans un seul fourreau. Et on a exigé donc aux clients de souffler la fibre dans un fourreau, de mettre 2 autres fourreaux supplémentaires enterrés dans les villes et 2 en race campagne. N'est-ce pas? Ce qui fait que normalement, c'est comme si, quand tu mets 2 fourreaux, c'est comme si tu multipliais le coût du projet. Donc, il faut faire très attention. Il y a un contrat qui est là, qui a été signé donc en 2012, et qui a commencé à être déployé en 2015. Il a parlé de retard. Nous sommes dans un pays qui est très complexe. Je suis d'accord avec lui, que le contrat initial, c'était 3 ans, la durée de déploiement de l'infrastructure. Nous avons pris 1 année et demie de retard, voire 2 ans. La raison, c'est quoi? C'est qu'en fait, nous sommes 3 ans de retard. Non, pas 3 ans. Si. Pas 3 ans. Le projet devait se terminer en 2017, il a été inauguré en 2020. Non, si je fais la différence entre... Je vous dis les dates, monsieur. Je les ai aussi, les dates, justement. Je les connais, les dates. Laissez-moi vous donner les dates. Je les connais aussi. Laissez-moi finir. Allez-y, ça fait 3 minutes que vous parlez, il faut peut-être qu'on puisse avancer dans les échanges, je pense. Je vous donne les dates. Allez-y. Le contrat a été lancé, monsieur Silla, c'est vérifiable, le 25 juillet 2015. N'est-ce pas? La recette, la dernière recette a été signée
comment on appelle, en 2019 et ça a été lancé officiellement en 2020. Moi, j'avais déjà quitté la SOGEB. Donc, maintenant, je vais vous expliquer le retard. Si vous me laissez ce temps. Après, chacun peut... ça serait bien, peut-être ça serait au cours d'une autre émission, M. Diaby, parce qu'on est vraiment pris par le temps. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les GG continuent sur Espace. Une star. Une philosophie. Une ferveur. Un souvenir. La qualité a un prix. L'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Radafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service, toute la saison. Bienvenue sur Radafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Radafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. Espace TV également, Sweet FM Guinée, merci à vous à l'international. Voilà, et cette réaction justement, Tambaza Karim Minimono d'Orange Guinée, voilà, en tout cas, qui dit Grèce, Blackbone National, indéfendable. Votre invité a raison sur toute la ligne. Je pense qu'il faut dire que c'est pas Orange, hein. Oui, en fait. C'est un travailleur d'Orange Guinée, voilà. Parce qu'après, ils vont avoir maille à partir avec le DGA qui a pris des coups ce matin. Alors, Jacques, tu vas poser ta question. Moi, je veux que nos auditeurs y comprennent, parce que c'est très, très pédagogique. Et le coût, parce que le DG a parlé de fourreau. Bon, le monsieur a parlé de ligne, la ligne du câble, les gars, la ligne du câble. Ce n'est pas le fourreau. Voilà, ce n'est pas le fourreau. Le fourreau aussi a sa ligne. Donc, on ne parle pas de ça. Voilà. Donc, on tellement de réactions ce matin là-dessus. Et puis, on nous dit que cette 200 de millions de dollars, on va risquer de reproduire le même effort financier au bout de seulement 6 ans. Les Guinéens, entendez cela. Et puis on vous dit que le câble est logé. Et ça, c'est vrai, c'est à côté du goudron ici. Ils ont même pour devant chez nous là. C'est devant chez nous. Et puis mon pied même, je mets dedans, c'est pas profond. Je peux passer sans problème. C'est pas vraiment enfui, c'est pas vraiment enfui. Et donc, c'est fait de cette façon-là. Tout est fait pour que, et dans 2 ans même, parce que lui il a dit 6 ans, moi je suis pas technicien. Je connais nos pluies cependant. Donc dans 2 ans, on va encore revenir là. Ah, il suffit d'une bonne pluie. Ça va sortir encore. Merci. Quand même, on ne peut pas jouer avec notre argent comme ça. Non, calme-toi s'il te plaît. Voilà. Une question, monsieur Silla, sur la 4G. J'aurais aimé que monsieur Diaby reste ici pour qu'il puisse réagir, puisque je vais reprendre son discours qu'il a tenu lorsqu'on a vendu la 4G à Orange. Nous avons vendu la 4G à Orange, comme Antoine le disait, à 75 millions d'euros. Des années avant, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali ont vendu à 153 millions d'euros. Et à l'époque, donc c'est 90 millions de dollars dont on a parlé ici. À l'époque, quand on a posé le débat, on dit les autres ont vendu plus cher que nous. Les grandes gueules. Monsieur Diaby nous disait qu'on avait fait la bonne affaire. Et dans son argument, M. Silla, il disait c'est par rapport à la population. Nous obtenons 75 millions d'euros, certes, mais notre population est beaucoup plus petite que les autres populations. Est-ce que le calcul se fait comme ça? Et vous aussi, je vous pose la question, avons-nous fait la bonne affaire en vendant la 4G à 75 millions d'euros? Moi, j'estime qu'on aurait pu obtenir davantage avec la 4G. En plus, c'était le premier opérateur à y accéder. Donc, pour ma part, en tout cas, en tant qu'expert de ce domaine-là, j'estime qu'on aurait pu obtenir au moins 75% plus pour se rapprocher de ce qu'on a pu constater au Mali, au Sénégal, etc. Il faut voir qu'aujourd'hui, la 4G, en termes de débit, donne de possibilités énormes que ne proposait pas en fait la 3G. Donc cela permet aux opérateurs de vendre davantage de data. Ça ne se calcule pas seulement à la tête, au nombre de clients. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le potentiel. Aujourd'hui, on a un taux de pénétration qui est à 48%, avec un taux de couverture qui est quasiment à 90%. Donc on a une marge de quasiment 52% encore. Et ça, on n'en a pas tenu compte. Donc, il fallait à l'époque intégrer ce facteur-là au moment de vendre donc la 4G à une compagnie qui est déjà bien implantée et qui l'a d'ailleurs aidé encore à renforcer ce monopole, un mot que vous n'aimez pas, mais pour moi c'est cela. Et quelque part, cela provoque une forme d'atrophie des concurrents qui sont là, qui pour eux, du coup, vous voyez, ils en sont encore à la 3G, parce que comment investir davantage lorsque rien que les tarifs, rien que les redevances d'interconnexion vous causent des problèmes d'arrondir toutes les fins de mois.
Donc pour moi, le sujet il est là. On a mal fait cette opération. J'estime que, comme on a fait dans notre pays, il aurait fallu faire une sorte de mise, d'appel d'offres en fait, et de mise en concurrence en fait des opérateurs pour voir lequel était le même en fait à offrir davantage en fait de services de meilleure qualité et pas seulement sur l'aspect financier. Il aurait fallu regarder lesquels justement avaient l'ambition notamment d'intervenir au niveau de la tarification. Parce que aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on en est encore à devoir recharger son téléphone lorsque on sait qu'on peut accéder à une connectivité illimitée. Cela est renforcé parce qu'aujourd'hui, vous êtes concurrent du mastodonte qui occupe la place. Vous êtes obligé de vous aligner. Parce qu'en fait, vous ne disposez pas, encore une fois, je répète le même mot, de la force frappe financière dont elle dispose. Donc, elle peut acheter la 4G et bientôt sans doute la 5G sans pour autant fournir beaucoup d'efforts. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et j'estime, encore une fois, je le redis, la Guinée aurait fort à gagner à faire intervenir ce qu'on appelle les opérateurs virtuels, de nouveaux opérateurs, de nouveaux arrivants qui, eux, viendraient quelque part, en fait, à bousculer les habitudes qu'on connaît aujourd'hui pour rendre les appels téléphoniques gratuits entre Guinéens, rendre les SMS gratuits, proposer des forfaits illimités, facturables au mois à des montants dérisoires autour de 100 à 150 000 francs guinéens maximum. Oui. Qu'est-ce que cela ferait ? Pour revenir, parce qu'on n'a pas parlé de fiscalité, mais c'est un point qui est important. Aujourd'hui, on parle d'une contribution en termes de recettes aux alentours de 1000 milliards, en fait. Pour moi, c'est dérisoire. Cela s'explique, en fait, par le caractère prohibitif, en fait, des offres. Aujourd'hui, encore une fois, une offre illimitée. J'ai des clients ici en Guinée qui payent jusqu'à 15 millions pour avoir accès à une connexion illimitée. Cela n'est pas acceptable, cela n'est pas justifiable. On ne peut pas accepter ça dans notre pays lorsqu'on sait qu'on dispose d'une bande passante aujourd'hui qui est conséquente. On a 40 gigas déployés au niveau du backbone, on peut aller jusqu'à 250 gigas avec ce dont dispose la Guinée avec sa participation à la GILAB. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est qu'aujourd'hui, finalement, on a une capacité, c'est comme avoir une Rolls et finalement rouler en 2 chevaux. On dispose de 40 gigas, mais la manière dont c'est exploité, c'est tellement sous-exploité, finalement, on ne joue pas sur le levier du volume de data qu'on pourrait vendre pour finalement faire qu'il y a davantage de personnes sur ces services-là. Les grandes gueules. On devrait procéder de quelle manière ? Jouer sur les tarifs ou continuer à étendre le marché ? Comment le faire ? Alors, un cas tout simple. Aujourd'hui, on estime que, par exemple, le nombre d'abonnés mobiles en Guinée sont évalués à 14,4 millions. C'est l'RPT qui le dit, c'est pas moi. Et parmi ceux-ci, on estime que 6 millions achètent fréquemment des abonnements en fait, à type Internet. Alors, aujourd'hui, le revenu moyen, en tout cas le montant moyen que le Guinéen investit tous les mois, c'est environ 36 000 francs guinéens. Qu'est-ce que cela fait aujourd'hui ? C'est que, vu la cherté donc, des tarifs, les gens se retrouvent à consommer en moyenne en Guinée, c'est un chiffre technique, donc je suis désolé pour vous imposer cela, 40 mégas de données qu'un Guinéen consomme en moyenne. 40 mégas, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'équivalent de 30 minutes sur WhatsApp par jour. Pourquoi ? Parce que c'est cher. Donc, on pourrait jouer aujourd'hui sur un levier qui est donc le volume de la data en la rendant illimitée. Cela favoriserait le nombre d'abonnés, cela favoriserait davantage de consommation et cela ferait qu'il y aurait davantage de chiffre d'affaires, une contribution au PIB plus conséquente et donc des recettes au niveau de l'État plus conséquentes. C'est ainsi qu'il faut procéder. Il ne faut pas procéder en fait sur quelque part la cherté des prix juste pour quelques personnes. Il faudrait avoir davantage des prix plus bas, mais qui touche davantage de personnes. C'est ça l'effet de levier en fait dont on dispose aujourd'hui. Et encore une fois, techniquement, c'est possible. Maintenant, ce n'est pas fait parce que, encore une fois, lorsqu'on a une seule personne qui occupe la place et une seule entité qui domine le marché, voilà, on a en face à ce qu'on a, c'est-à-dire que on impose ces prix. On n'était pas forcément compte du fait que cela contribue ou pas au PIB. Ce dont on tient compte, c'est finalement ce que ça nous apporte au final en termes de bénéfices. Or, l'État, encore une fois, en faisant intervenir aujourd'hui de nouveaux opérateurs, pourrait pallier justement ce manque-là, pourrait permettre d'occuper ce vide, faire baisser les prix, et tout cela va dans le sens du consommateur guinéen. Bien. Avoir des offres en fait entre 100 et 150 000 francs guinéens, c'est possible avec tout ce dont on dispose en termes de ma question est consécutive à votre développement. Aujourd'hui, vous pensez qu'on sous-exploite l'existant largement l'existant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait perdre en n'exploitant pas au maximum ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait gagner? Le type d'offre si on sous-exploite, voilà.
Je suis d'accord, c'est une très bonne question. Le type d'offre auquel je pense là, à l'instant, là, les offres illimitées, j'estime qu'en mettant en place une telle compagnie aujourd'hui, le chiffre d'affaires minimal qu'on peut viser, c'est au moins 1 milliard d'euros la première année, rien que la première année, en termes de chiffre d'affaires, en libéralisant l'accès aux infrastructures et en mettant en place des offres illimitées sur tout le territoire national. J'estime qu'on pourrait viser jusqu'à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est quasiment plus de 40% que ce qu'on observe aujourd'hui. Donc vous voyez que l'effet de levier, il est sur le volume. Il faudrait qu'on investisse là-dedans. Mais cela ne se passera pas avec le contexte actuel. Là. Il faut aller vers davantage d'opérateurs, pour davantage de concurrence. C'est la concurrence qui fait baisser les prix. C'est la loi du marché. C'est partout ainsi. Il faut qu'on s'inscrive dans cette logique-là. Sinon, on va encore une fois rater ce virage. Et qui empathie, c'est la population. C'est vous, c'est moi. Alors moi, j'ai juste une question, peut-être qui était d'actualité il y a pendant la présidentielle. On nous a parlé d'un Wi-Fi gratuit qui serait disponible voilà, pour tout le monde. Initiative présidentielle. Est-ce que vous avez eu vent de cette information? Et finalement, on richète toujours. Posez-vous la question, est-ce que rien que la SOGEB dispose du Wi-Fi dans ses locaux déjà? Bon. Donc c'était juste. Moi je revois la question. Allez-y, ma fille. Moi je voulais revenir sur les données. Dites-nous, est-ce que vous avez une idée aujourd'hui des données que la Guinée elle-même contrôle et protège? Quelles sont-elles? Ou quels sont les secteurs qu'elle ne maîtrise pas? J'estime aujourd'hui, en termes de data, pour l'instant, à mon sens, tout est hors de contrôle en Guinée. Ah ouais? C'est un vrai souci. Et oui, parce que, encore une fois, là, vous envoyez des SMS, vous appelez des gens, vous pouvez être sûr que c'est stocké sur des machines qui ne sont pas en Guinée. Pour peu que vous soyez en conflit ou en quiproquo avec une quelconque entité extérieure à la Guinée, vous êtes exposé. Cela est un problème. Et encore une fois, aujourd'hui, via le backbone, cela aurait pu permettre justement, par exemple, d'interconnecter l'administration guinéenne avec les populations. Mieux en sécurité avec le numéro étranger, par exemple, comme le numéro français. Oui, parce que vous voyez, avec un backbone qui serait totalement déployé, on aurait par exemple des systèmes de santé, j'estime, plus efficients. Imaginez qu'on puisse interconnecter un hôpital de Yomou avec un hôpital de Conakry et qu'un patient qui tombe dans le coma pour quelques raisons et qu'on puisse retrouver son dossier patient parce que justement son dossier peut transiter d'un hôpital à un autre. Imaginez les questions de défense, la sécurité, notamment routière, j'en parlais tantôt. Imaginez l'enseignement en ligne avec le e-learning maintenant qui pourrait être développé à travers tout cela. Bien. Vous voyez, donc c'est un potentiel qui est encore pour votre question qui est énormément sous-exploité en fait, si je peux dire ainsi. Et donc on a fort à gagner à ce projet-là, à le continuer et à surtout faire en sorte que cette fois, quand on investit dans le matériel et dans des matériaux durables qui puissent durer au moins un demi-siècle, voire au-delà. Merci beaucoup, monsieur Sida, d'être passé ce matin, évidemment, chez les GG sur Radio Espace. Ce débat, j'en suis certain, continuera sur nos antennes, entre autres, et dans d'autres émissions. Merci à Amadou Sow, à la réalisation, ici à la radio, à Kabine Condé, à Mafata Sano, Mamoudou Condé, Mali Sida, à toute l'équipe du côté de la télévision. Si vous regardez cette émission la nuit, dans un instant, évidemment, les infos avec la rédaction politique, dirigée par Jacques Léwaleno. Et à midi sur Radio Espace, le bulletin avec l'équipe de la rédaction, avec Madame Hiro. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi et demain, c'est évidemment Tamba Zakari Midimono que vous allez retrouver au commande de cette émission. Bon week-end par anticipation. Au revoir.